Agathe Piéguet, je suis en charge de la santé, la sécurité et l'environnement dans la division Motion d'ABB et aussi de l'environnement France et de la sustainability pour ABB France. Merci Agathe. Cyril, à ton tour hein, de te présenter. Entendu. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis très heureux de pouvoir participer à votre webinaire. Donc, moi, je suis Cyril Nolot. Je travaille depuis longtemps chez ABB. J'ai l'honneur d'avoir la responsabilité de la division Measurement and Analytics d'ABB France. Je suis aussi président de la commission A58 du GMELEC, spécialiste de l'analyse de gaz. Donc, c'est vrai que la pollution, les émissions, ça fait partie un petit peu de mon quotidien. Je suis aussi membre du COFRAC, Commission Inspection, et je suis très heureux d'appartenir à une entreprise dans laquelle il y a des belles personnes comme Agathe qui nous a sollicités et motivés pour avancer sur ce défi et nous faire prendre conscience de ces enjeux pour le partager au sein de l'entreprise. Merci Cyril. On voit bien effectivement qu'il y a à la fois une question d'entreprise et de business que tu vas présenter, et puis des questions de personnes et de liens entre l'entreprise, les personnes et les collectifs qui la composent dans la capacité d'un collectif à se transformer et à vivre ce changement climatique. Alors Cyril, tu vas nous camper le décor de ton activité, de ton business, et on va présenter quelques diapos pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que ABB, bien que ce soit une entreprise extrêmement connue, et puis surtout ta division à l'intérieur d'ABB. Donc on va démarrer quelques diapos que tu vas nous commenter. Tout à fait. Donc, on ne va pas être trop long sur ce sujet-là, mais c'est vrai que ça permet aussi de comprendre aussi ce qui a été à l'origine aussi de la synergie entre les informations que nous a délivrées Agathe et puis nous, le sens que donne notre métier à notre business quotidien. Donc, grosso modo, ABB est une grande entreprise helvético-suédoise, mais la division Measurement Analytics d'ABB représente 4000 personnes dans l'entreprise. On a environ 15 usines de production. Il y a 600 équipes de services qui sont prêts à accompagner dans le monde entier les clients à l'usage de nos produits. Ça fait 100 ans par système d'acquisition, parce que ABB a choisi une stratégie de croissance par acquisition, qu'on a déposé des brevets, qu'on fait de l'innovation. On est présent avec des vraies filiales dans 35 pays. Et juste pour donner un poids de la division à laquelle j'appartiens, on pèse environ 1 milliard de dollars en revenus en 2021. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? On vend des produits et des solutions qui permettent de faire de la mesure de grandeur physique. Alors, évidemment, la grandeur physique, c'est un petit peu une relation avec les éléments qui nous permettent de mesurer l'impact de l'activité humaine sur le climat et ce genre de choses. Donc, il y a une partie qui va nous permettre de mesurer des paramètres type pression, température, débit, etc. Et puis, un autre groupe de solutions qu'on propose qui sont des systèmes complets de mesure des polluants et des gaz dans les process industriels et évidemment tout ce qui concerne l'accompagnement de nos clients pour utiliser ces matériels. Alors ça, je voulais mettre juste ce petit pictogramme parce que ça a été le fruit du travail après la fresque du climat de notre équipe. Parce que ce qui est eu d'intéressant aussi, bon, on va pas faire de spoiler le discours, mais concrètement, notre réflexion a permis à nos équipes de réfléchir différemment sur l'approche business. Et grosso modo, si vous voulez, dans l'offre que l'on peut proposer aujourd'hui, en tout cas chez Measurement et Analytics, on travaille sur un focus qui est orienté sur la mesure et la maîtrise des énergies et des gaz à effet de serre, préserver les ressources parce que vous allez le voir un petit peu plus tard à la diapo d'après finale, on a des solutions qui permettent de préserver nos ressources, réduire les rejets gazeux et liquides, évidemment, en pleine actualité, et puis évidemment, l'énergie étant une denrée précieuse, comment essayer de l'utiliser au mieux. Voilà. Et donc, ce que l'on dit, c'est que ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas l'améliorer. D'où l'intérêt de ce que nous proposons. Et là, vous avez juste un résumé des applications que l'on peut proposer qui sont tout à fait en résonance avec les valeurs défendues par la fresque du climat, Optime, ABB, parce qu'on est complètement en phase aussi avec la politique de sustainabilité du groupe. Et c'est la raison pour laquelle je suis aussi heureux d'avoir des équipes en interne qui partagent ces valeurs. Et donc là, vous avez un exemple de ce que l'on fait. Donc, mesurer les émissions industrielles, vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau dans les réseaux de distribution d'eau, etc., etc. J'en dis pas plus.
Merci Cyril. Voilà, je pense qu'un des éléments de l'alignement, on parlera de cette question d'alignement tout à l'heure, hein, mais un des éléments d'alignement, c'est qu'effectivement, ton activité au sein d'ABB rejoint beaucoup les préoccupations et donc on va le retrouver dans la façon dont les personnes et les équipes se sont jetées à l'eau, entre guillemets, ont adhéré à toute cette question du changement climatique. Et du coup, la transition est directe avec Agathe, hein, puisque tu vas compléter ce panorama, on va dire le zoom que Cyril a fait sur son activité par une vision un peu plus at large de ABB et de sa Sustainability 2030 pour nous montrer dans quel contexte tout ça se situe et comment l'entreprise se prévoit, anticipe au moins sur une vision à 10 ans sur l'enjeu climatique. On te laisse la parole. Voilà, donc la stratégie Sustainability d'ABB, décrite par le CEO, c'est l'intégration de la durabilité ou du développement durable dans tout ce que nous faisons. Donc, comment ça se traduit? Ça se traduit par la création d'impact à travers toute notre chaîne de valeur. Donc, que ce soit par rapport à la maîtrise des émissions de carbone et notamment, nous aidons nos clients dans leur maîtrise des émissions. Donc, Cyril a parlé d'une partie sur différents gaz et impacts et nous, dans la division Motion, avec nos moteurs et nos variateurs, on est à la source des émissions et on peut du coup aider nos clients dans leur stratégie d'efficience énergétique. Préservons les ressources, donc nous préservons tous les impacts en fait sur les ressources. Alors là, c'est plus dans une stratégie de circularity, donc d'économie circulaire. Donc c'est en cours d'implémentation, ça, pour 2030. Nous avons mis un peu un doigt dans l'analyse de cycle de vie, parce que comme le dit Cyril, sans mesure, on ne peut maîtriser. Et favoriser le progrès social, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Nous favorisons, pour une végétarienne, c'est drôle. Nous favorisons le progrès social. Donc en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi j'ai lié la fresque du climat avec la stratégie développement durable du groupe. Et il ne faut pas négliger pour ça tous les aspects liés à l'humain, l'impact humain. Et ABB est très engagé par rapport au fait de prendre soin de ses parties prenantes, notamment aussi ses employés, avec un engagement de surveille pour savoir si on se sent bien dans l'entreprise. Et les aspects aussi droits de l'homme, diversité et inclusion. Et en fait, comme on comprend quand on fait la fresque que ça sous-tend tout au niveau des impacts économiques et sociaux et bien sûr environnementaux, voilà, on a pu lier la fresque du climat avec tous les enjeux et la stratégie développement durable du groupe. Voilà, donc en fait, là j'ai retenu les aspects plutôt environnementaux. Donc on est sur tout ce qui est éco-efficacité, donc on a parlé d'énergie efficiency, réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc on est sur du 58%, c'est 58% de notre chiffre d'affaires sur l'éco-efficacité, 58% sur la réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre. Et puis donc sur tous les piliers de l'agenda des objectifs de développement durable de l'ONU, mais notamment plus particulièrement sur les 7 que je présente ici. Donc vous pouvez sur le site de l'ONU avoir plus de précision sur ces objectifs. Moi, par rapport au projet Fresque du climat, j'ai voulu mettre en avant le fait aussi de la lutte contre les changements climatiques, puisque bien sûr, comme je vous ai dit, elle sous-tend tout. Donc c'est le 13e objectif. Et ça passe forcément par améliorer la culture, faire comprendre les enjeux. Et là, pour ça, la fresque est vraiment l'ultime serious game qui permet de faire comprendre les enjeux.
Je rappelle que l'article 12 de la COP 21 était d'éduquer au changement climatique. Voilà. Et alors, du coup, Agathe, tu as pris, je dirais, ton bâton de pèlerin en tant que responsable HSE Sustainability France. Tu as déjà posé des jalons pour favoriser la prise de conscience de ton entreprise aux enjeux climatiques et environnementaux. Ben, raconte-nous ces jalons que tu as posés pour amener ABB et le CODIR France à se poser la question de la fresque du climat. Voilà, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as posé pour en arriver à cet événement? Merci pour cette question. Alors, est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà, donc alors à plus long terme, donc depuis 2014, j'étais en charge de l'environnement et j'avais des fois le sentiment un petit peu de ramer à contre-courant. Je pense que les responsables environnement des entreprises doivent comprendre aussi ce que ça a pu être et ce que c'est maintenant. On est en train vraiment de vivre un tournant. Donc, en fait, je faisais des sensibilisations au travers de semaines du développement durable ou de défis écomobilité, comme le promeut aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, on étendait ça à tous nos sites. Et puis, à force de chercher des outils pour faire comprendre les enjeux, je suis tombée sur la fresque et donc nous l'avons faite. C'était l'objet d'une belle rencontre avec Charles puisque nous avons fait notre première fresque ensemble. Et ensuite, il a fallu faire un petit peu des alliances pour proposer la fresque au plus haut niveau, puisque en fait, toute stratégie de changement de culture ou d'amélioration ne passe pas sans l'engagement de la direction. Donc, des liens à créer, un petit peu de sponsors à trouver au sein notamment de notre comité de direction. Donc, je peux citer ma responsable qui est à la tête d'une business area, la RH France, Cyril bien sûr, et puis d'autres qui m'ont aidé à trouver les mots-clés pour proposer le projet à la direction. Et en fait, il nous fallait l'autorité d'un tiers pour du coup animer les premières fresques, puisque l'idée pour sensibiliser à la fresque du climat, c'est de fresquer les décideurs. Donc Charles, en novembre 2020, a su faire bonne impression en fresquant, en réalisant 2 fresques sur le mural. Il faut savoir qu'à cette époque, on était confinés complètement, le site était quasiment vide. Et avec son agilité, il a su convaincre et il a su toucher, parce que la fresque, elle touche la tête, le cœur et elle doit se traduire en action dans les jambes. Il a su toucher des membres importants et décideurs de notre CODIR, ce qui nous a permis ensuite d'embarquer sur 2 workshops. Je vous montrerai les photos après du workshop. Nos équipes de vendeurs, puisque en fait, c'est les mieux à même de savoir parler de stratégie, de devoir parler de stratégie d'efficacité énergétique et développement durable à nos clients et pouvoir proposer nos solutions, puisque c'est notre cœur de métier. Effectivement, du coup, c'est tout cette, on va dire, les conséquences de cette première fresque au niveau CODIR qui ont permis d'aller toucher d'autres équipes et donc je dirais ce maillage progressif avec d'autres entités à l'intérieur d'ABB. Et donc, on a peut-être un petit moment de transition pour nous ramener à Cyril finalement, c'est-à-dire comment on est passé, vous êtes passé de cette première sensibilisation au niveau d'une équipe de direction France à finalement allons directement dans des équipes opérationnelles avec des commerciaux et des gens de marketing pour effectivement rentrer dans du concret avec 2 équipes et notamment celle de Cyril. Alors, en fait, exactement, suite à ce premier travail, parce que c'était un challenge pas évident pour Agathe, hein, de réussir avec Charles à convaincre le comité de direction France, donc ça c'est chapeau, hein. Et quand Agathe m'a parlé de ce qu'elle était en train de faire, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, d'autant que j'ai des enfants qui sont assez actifs, on va dire ça comme ça.
Hein, on est une personne, on travaille, mais on est un citoyen aussi. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que l'attractivité d'une entreprise, elle se fait aussi par un partage de valeurs et donner du sens à quelque chose. Et donc, Agathe m'a gentiment proposé de me former, de participer à un atelier de formation pour être en capacité d'animer une fresque. Donc, j'ai décidé de participer en tant que patron d'activité à cette fresque, à cette formation, et j'ai trouvé ça super. Super parce que alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça permet de se poser des vraies questions sans être dans le jugement, mais faire prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux qui sont importants. Et à partir de là, je suis revenu de Lyon convaincu qu'il fallait absolument que nous puissions mettre ça au sein de ma division. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai la chance d'avoir un comité de pilotage avec moi, parce que je ne suis pas tout seul, hein, on est dans une équipe. Et j'ai des alternants aussi qui sont très moteurs avec nous, qui m'ont permis, enfin, qui nous ont permis aussi de discuter au sein du comité de pilotage pour voir si déjà on avait un alignement de nos valeurs et de notre compréhension par rapport à la politique d'ABB. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était très important, pardon, d'être en mesure de pouvoir faire de la co-construction ensemble sur des valeurs qui ont un sens pour nous. Et donc, on a d'abord créé au niveau du comité de pilotage un échange sur le thème du changement climatique pour voir si on avait la même sensibilité. Et évidemment, j'ai la chance d'avoir des managers très, très fiables, très sympas et qui partagent notre vision. Et on s'est dit, ouais, il n'y a pas à dire, il faut qu'on déploie la fresque parce que ça a un sens pour nous en tant que citoyens, ça a un sens pour nous en tant qu'entreprise et on a une proposition de valeur à amener au niveau de nos clients. Et donc, c'est comme ça que, au sein du comité de pilotage, on a décidé de faire un premier déploiement de la fresque au niveau des équipes marketing et commerciales, de façon à avoir une vision un petit peu différenciante de notre activité, avoir un autre angle qui permette de convaincre également les acteurs, mais également nos clients sur l'importance du changement climatique et évidemment développer notre business. C'est ça un petit peu le départ de l'histoire. Et ce qui est impressionnant, je dirais, dans le travail qu'on a mené ensemble, c'est la qualité de la préparation que tu as faite, Cyril, Mm. avec le soutien d'Agathe, pour interpeller, pour construire, pour permettre un dialogue avec tes équipes, pour faire en sorte que le jour où nous avons lancé des journées dont nous allons parler, les esprits, on va dire, étaient préparés. Ouais, et moi, ce que je dois dire, c'est que, si j'avais pas envie de le dire, je le dirais pas. On a eu aussi un très bon support de la part de Patrick et de toi, Charles, Mm. parce que nous, on avait cette idée de faire la fresque, mais si la fresque reste une fresque et qu'il n'y a pas un environnement aussi business, un environnement qui a du sens et qui peut résonner pour l'ensemble des équipes, c'est un peu difficile à mettre en place. Et ce que nous, on a trouvé, c'est qu'il y a eu un super échange et une collaboration entre Agathe, mes équipes et vous, Optim, de façon à proposer un atelier concret qui nous permette d'avancer. Et il y a eu un échange de grande qualité qui nous a permis de trouver les bons moyens de communiquer avec nos équipes pour mettre en place le travail. Et justement, par rapport à, on va dire, à la structure des journées qu'on a menées avec tes équipes, peut-être tu peux nous dire ce que tu as trouvé d'original dans cette proposition, puisque du coup, on avait deux grands temps, le matin et l'après-midi, qui étaient différenciés. Oui, alors déjà au préalable, comme tu l'as dit, la préparation, c'était très important. Et ce qui nous Mm. paraissait important, c'est parce que nous, on avait fait un chemin au sein du comité de pilotage et du comité de direction sur la vision de la fresque, mais il fallait être aussi en mesure de pouvoir amener nos équipes à un état de conscience qui permette d'être opérationnel et de travailler effectivement de l'atelier fresque de la journée que nous avons organisé ensemble. Et c'est la raison pour laquelle Sandrine, une des membres du comité de pilotage, nous a proposé de faire des calls quelques semaines avant, 3 calls, de façon à pouvoir faire un teasing sur le sujet de la fresque et amener progressivement nos équipes à se poser des questions de manière à ce que lorsque le jour J arrive, il y ait déjà un terrain préparé qui permette de faire un échange de bonne qualité. C'était ça. Donc, la première thématique, c'était s'approprier un petit peu le sujet, réfléchir aux enjeux climatiques, rapprocher ça de la politique de sustainability d'ABB. La deuxième phase, c'était de présenter aussi qu'est-ce qui existait au niveau de la fresque, quelles étaient les difficultés, qu'est-ce que ça permettait de découvrir. Et puis ensuite, le troisième point, c'était expliquer ce qu'allait être le travail fait ensemble sur la journée que tu as évoquée, avec
une partie le matin orientée sur la fresque pour poser le contexte et la partie après-midi sur laquelle vous nous avez bien aidé, de façon à mettre en place des situations contextuelles business sur laquelle les éléments appris par la fresque nous permettaient d'avoir un angle d'approche très différenciant. Effectivement, on a construit avec vous des scénettes. Patrick s'y est beaucoup investi parce qu'il aime beaucoup le théâtre d'entreprise. Il est très fort là-dessus et ça a permis effectivement de passer, on va dire, de la partie intellectuelle à la partie mise en pratique. Moi, ce qui m'a frappé dans ces ateliers de l'après-midi, c'est qu'en fait, bien sûr, il y avait le discours commercial et on était avec des commerciaux qui sont habitués à faire des sketchs de vente, hein. Mais en plus, il y a eu des moments où certains ont dit, je fais appel à un ami, donc je fais appel à Agathe, je vais faire appel à un partenaire extérieur comme l'ADEME, ou, voilà. Et donc ça élargissait énormément finalement le champ de la réflexion entre, comme on le voit sur la table, là, 4 personnes qui sont en train de discuter et qui font une simulation de vente, et ça ouvrait beaucoup de choses. Donc ça, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la valeur ajoutée en fait que les personnes ont perçue en faisant l'exercice. Ouais, en fait, dans la démarche d'une entreprise technique comme ABB, l'approche commerciale est souvent très orientée sur les performances techniques du matériel, la valeur ajoutée technique, etc. Or là, l'intérêt, c'est que ça nous a permis, au niveau de nos équipes commerciales, de réfléchir sur les éléments de proposition de valeur qui sortent du périmètre purement technique, mais en matière d'accompagnement de nos clients en solution sur la transition énergétique, sur la partie, je dirais, maîtrise des effluents, sur un certain nombre d'applications qui étaient visibles aussi, hein, dans les diapos précédentes, de façon à proposer un angle d'approche commercial différent de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et en utilisant le contexte de la fresque du climat pour ceux qui ont été convaincus, pour donner une motivation supplémentaire sur le bien fondé de la démarche. C'est ça qui a été vraiment extrêmement intéressant. Alors au-delà de l'aspect, oui, Agathe, tu voulais dire quelque chose? Ben juste, je voulais dire que pour avoir eu 2 équipes comparativement avec 2 managers différents et l'implication de Cyril, le teasing, la préparation, l'engagement a eu un effet crucial sur le résultat. Donc on a eu quand même donc un team building parce qu'on a monté ces fresques, donc fresques le matin et donc simulation l'après-midi sur un projet de team building à la journée. Voilà, enfin, l'engagement de la direction pour créer du sens et pour impliquer les participants est crucial. Et du coup, c'est vrai que le best practice, c'est comme l'a fait Cyril. Et du coup, on peut peut-être se dire maintenant avec le recul, bon, c'était en juin, juillet, fin juin, début juillet 2021 qu'on a fait les dernières séances avec vous. Peut-être en quoi, avec 9 mois de recul, en quoi ça a changé des choses dans l'approche de la relation client et comment vous avez continué, toi Cyril notamment, à alimenter tes équipes sur le sujet de façon très opérationnelle? Alors en fait, c'est un long chemin, hein, parce que la fresque du climat, c'est un déclencheur qui permet de voir les choses un petit peu autrement. Et c'est pas parce qu'on a fait une fresque du climat et qu'on a Mais commencé à c'est ce qui réfléchir est que si on après. reste comme ça, les choses vont se poursuivre. Donc ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir une démarche cohérente qui se poursuit dans le temps. Donc le directeur commercial a continué à travailler avec les équipes de vente de façon à essayer de travailler sur la proposition de valeur. Et on est toujours en chantier, hein, parce que c'est une réflexion qui change tout le temps, hein. C'est quelque chose qui doit vivre. Et il faut vraiment que ceci rentre en résonance avec les valeurs de nos équipes. Et ensuite, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on ne pouvait pas se limiter à la force de vente, parce que c'est pas juste. Il n'y a pas que les commerciaux qui doivent être sensibilisés à la fresque du climat. C'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, on organise sur le site des Ulysses avec Agathe une fresque du climat pour le reste de nos équipes qui ne sont pas de la partie commerciale, parce qu'on considère que la cohérence d'une équipe, c'est aussi de partager les mêmes valeurs et d'avoir le même niveau d'information. Alors, c'est un travail ardu parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. On n'est pas dans le jugement, on est là pour informer et il faut essayer d'accompagner avec bienveillance l'ensemble des collaborateurs.
Alors, il y a une question, on en profite pour faire de l'interactif avec les participants sur finalement l'implication à un certain moment des fournisseurs, des parties prenantes. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez imaginé mener une démarche similaire en impliquant des personnes de l'écosystème ABB? Alors ça, c'est en cours de réflexion, mais on avance un peu, en tout cas sur la France. Et puis, j'en parlerai après, mais sur le déploiement global, ça fait aussi partie des points. Effectivement, le scope 1 des uns peut être le scope 3 des autres. Donc, on a tout intérêt dans l'écosystème à engager toute la chaîne de valeur et du coup d'aligner tout le monde sur quelque chose de plus circulaire et de plus durable. Donc, moi, au niveau de ma direction, la volonté de fresquer avec les clients est aussi du coup très, très forte. Et donc ça a des retentissements assez importants aussi par rapport à l'intégrité et la lutte contre le greenwash que peuvent avoir les entreprises. Voilà. D'ailleurs, Sinon, ça oui, je nous pense. amène peut-être, oui, pour rebondir en fait, parce que vous êtes sur une démarche où il y a des choses qui avancent. Euh, Toi, Agathe, finalement, tu as pris l'exemple, l'appui, on va dire, de ces premières réussites pour développer à l'intérieur d'ABB un réseau pour t'intégrer à un réseau d'autres entreprises, on va dire, dans le milieu des entreprises plutôt liées au secteur de l'énergie au sens large. Mais ça serait intéressant que tu nous racontes comment tu as, je dirais, développé, tricoté, réseauté, comme tu sais si bien le faire, autour du sujet climat, pas que avec une ou deux divisions. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est la même stratégie qu'en interne. J'ai trouvé des contacts qui sont devenus un peu des sponsors. Donc, je vais pouvoir citer en externe Pierre-Olivier Chacun et Virginie Savina, donc qui sont Pierre-Olivier Chacun qui déploie la fresque chez EDF sur son 80 000 personnes et du coup qui engage aussi leurs filiales. Et Virginie Savina qui est la direction groupe Sustainability chez Bouygues. Et donc, en fait, quand on parle de ces alliances-là, tout de suite, on nous regarde avec des yeux ronds. Ah bon, tu as créé un réseau avec en fait, des parties prenantes qui se trouvaient être pour certains nos clients. Et là, tout de suite, ça fait un peu écho. Voilà, donc en fait, le réseau, il s'appelle Massif Frescon. On fait des réunions d'information pour aider aussi les entreprises qui se posent des questions sur comment convaincre leur direction, comment animer leur réseau d'animateurs pour celles qui sont parties dans le déploiement. Prochaine réunion aura lieu le 13 avril matin. Donc ça, c'est tout sur LinkedIn et sur WhatsApp. Et ce que je voulais vous dire par rapport à, mais je ne sais pas si tu as une question là-dessus, Franck, Charles, sur la stratégie en interne, effectivement, pour le déploiement au niveau monde, on a mis en place un appel à projet qui s'appelait Sustainability, une réponse à l'appel à projet Sustainability Maker avec une communication un peu plus punchy. Et là, je me suis appuyée sur aussi une très bonne communicante interne qui s'appelle Bérangère Dio. Voilà, donc elle nous a fait ce genre de slide. Donc, on l'a fait avec la safety. Donc, c'est vrai que ABB a une super safety culture, donc culture sécurité. Pourquoi on ne le ferait pas avec le climat? Puisque vu les objectifs qu'on a à horizon 2030, il va falloir que la culture, et c'est-à-dire les codes, les valeurs, le vocabulaire et les compréhensions techniques soient alignés. Et on filtre aussi toutes les strates de population d'employés chez ABB, pas que les décideurs et pas que les HSE. Donc voilà, Oui, alors je rebondis
je rebondis peut-être aussi en revenant un peu en arrière. Tu avais invité Cyril à la journée du 30 juin, tu avais invité celui qui était président d'ABB France et qui est devenu patron monde de ton activité. Et là aussi, c'est très important, cette qualité du lien, on va dire, d'alignement. Tu peux peut-être nous en dire un ou deux mots. Bah oui, j'ai pas trop de mérite parce que Agathe, elle avait fait le travail en amont. Puisque Jacques Mulbert, notre président, est- était le, était le président d'ABB France et est devenu notre patron mondial. Donc tout de suite, quand on a parlé de la fresque du climat, j'ai voulu le mettre dans la boucle parce que on a la chance d'avoir un président français. Et il a eu l'amabilité de venir nous rejoindre et de faire un petit speech aux équipes qui a permis aussi de bien montrer, comme disait Agathe, hein, c'est l'engagement de la direction qui est important parce que s'il n'y a pas un exemple qui est donné auprès des collaborateurs, comment rendre crédible une démarche de cette nature? Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun mérite de ma part. Le boulot avait été fait par Agathe au préalable. C'est un peu trop gentil. Peut-être pour aller, là, vous nous avez dit finalement comment vous avez construit la démarche à l'intérieur de vos équipes, à l'intérieur de la structure ABB France. Mais vous mettez aussi une touche assez personnelle dans la transformation des esprits sur les enjeux climatiques. Peut-être vous pouvez nous dire comment, d'un côté, avec votre casquette, on va dire, salarié actif d'une entreprise internationale, et de l'autre côté, avec votre casquette personnelle, comment vous vivez les choses? Voilà, Cyril, je te laisse d'abord la parole, et puis Agathe, tu compléteras. Alors en fait, le chemin, il s'est pas fait comme ça. C'est que j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont assez actifs dans le domaine, hein, parce que j'ai mon fils qui est fresqueur et j'ai ma fille qui est maraîchère bio, qui a changé complètement, qui est passée de l'industrie à une autre approche. Et du coup, comme ils savent que depuis des années, je travaille dans le domaine de la surveillance des émissions de polluants chez ABB, on a beaucoup discuté en famille et en fait, on n'est pas monobloc. On est une personne avec des responsabilités citoyennes, des responsabilités familiales, des responsabilités entrepreneuriales, etc., etc. Et bah, du coup, ça nous a fait réfléchir en famille. Et puis, j'ai été complètement convaincu par l'intérêt de la démarche. Et j'ai la chance, en tout cas, je le pense réellement, d'être dans une entreprise qui me permet de transformer en action les éléments de conviction que l'on a. C'est-à-dire que ce qu'on a présenté avec vous au niveau des équipes, c'est pas des mots, c'est des choses qu'on a faites réellement. J'ai testé aussi la fresque dans mon réseau d'amis. J'ai fait aussi, j'ai fait mes propres armes et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et je me suis rendu compte aussi que le fait de pouvoir échanger sur ces sujets avec les équipes en tant que manager, ça permet d'avoir un niveau de relation avec les collaborateurs qui est différent. On peut découvrir les uns et les autres sous un jour différent. On peut découvrir et accepter la différence parce que l'inclusion, c'est aussi accepter quelque part une opinion qui peut être différente. Des fois, j'ai eu des surprises parce que le climat est un sujet un peu clivant, c'est sûr. Hein, mais par contre, ça a été vraiment intéressant sur le plan de l'aventure humaine, avec des bonnes surprises, des moins bonnes surprises. Mais néanmoins, c'est une aventure humaine très, très intéressante à mettre en place au sein d'une entreprise. Merci Cyril. Agathe, je te laisse dire personnellement pour toi. Et je dirais même plus parce que, en fait, donc, enfin, je suis vraiment alignée avec les propos de Cyril, mais c'est vrai que, enfin, moi, je suis tellement sensible aux impacts du changement climatique et à ses conséquences que, en fait, je fais de la fresque mon moyen pour lutter contre mon éco-anxiété. Donc, en fait, plus j'arrive à la déployer et plus j'arrive à avoir d'impact et plus je me dis, bon, bah, au moins, ça a du sens ce que tu fais. Et du coup, bah, en plus, ça me motive aussi à embarquer toujours plus d'équipes en interne ou d'entreprises, d'autres entreprises en externe. Et effectivement, après la fresque, il y a cet espace où on a une heure de débrief, un débrief émotionnel, un débrief sur comment ça nous touche et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on voudra faire. Et ça, c'est quelque chose qui, à court terme, juste à chaud,
après la fresque a de l'importance, mais a aussi beaucoup d'importance dans la chaîne de compréhension et de changement d'une culture. Et donc, du coup, ça me permet de voir aussi les gens évoluer en interne. On voit que dans les entreprises qui déploient massivement, il y a des collectifs qui se créent. Ça fait du lien aussi avec les collectifs de la société civile. Et enfin là, on est en train de voir une belle vague qui vient contrer des choses qui pouvaient être très, très anxiogènes aussi par ailleurs. Donc voilà, le lien, le sens, l'alignement avec les valeurs, c'était des points essentiels et très motivants et qui du coup permettent de ne pas être trop en schizophrénie entre ce qu'on vit au sein de nos cocons familiales et notre réseau social extérieur à l'entreprise et ce qu'on vit du coup au sein de l'entreprise. Alors, on avait prévu quelques autres questions là, mais je vois à la fois l'heure passer, puis il y a quelques questions dans le chat, donc peut-être que c'est le moment de mettre un peu aussi de lien avec les participants. Patrick, il y a une ou deux questions qu'on peut vous renvoyer pour passer à une partie un peu plus interactive. Ouais, avec plaisir. Et on va rester avec Agathe tout de suite. Donc, il y a Stéphanie qui a été fouillée pour savoir qui tu étais, qui a trouvé que sur LinkedIn, tu as été formée en psychologie. Donc, la question qu'elle te demande, c'est est-ce que cela t'a aidé dans cette démarche de conduite du changement? À l'heure où l'on parle beaucoup de psychologie sociale pour susciter les changements, c'est intéressant d'avoir ton retour sur ce point. Merci Stéphanie pour cette question. Ça m'a aidé en beaucoup de choses, mais aussi, aussi c'est qu'un chemin, donc voilà, ça a été intégré dans un ensemble. Je pense que ça aide pour l'acceptation des émotions et les accompagner et aussi le lien avec les personnes. Donc en fait, je fais aussi des sensibilisations dans mon entreprise à la résilience et à la communication non violente. Et ça, ce sont des éléments peut-être qui me permettent justement de, un petit peu comme on dit, sortir de sa zone de confort pour être face au plus haut niveau et aller un petit peu titiller en disant mais bon, vous allez promouvoir des objectifs de développement durable à horizon 2030 qui sont énormes, mais comment vous allez vous y prendre? Enfin, en fait, voilà, ça peut aider en fait pour l'acceptation de soi et l'accueil de l'autre dans toute sa diversité et ses contradictions. Merci Agathe. On a une deuxième question de Benoît Lejeune. De quel type d'action concrète pourriez-vous nous parler pour illustrer vos propos? Alors Benoît, je ne sais pas si ça s'adressait, tu l'as écrite au moment où Cyril parlait, je pense, mais je ne sais pas si ça s'adressait. Ouais, je peux donner un exemple. En fait, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui donne de la visibilité, puisque ABB, c'est une boîte extrêmement connue. En tant que président de la commission A58 du GIMELEC, j'ai eu l'occasion de pouvoir négocier sur l'abaissement des valeurs limites d'émission pour un certain type d'entreprises polluantes. Et on a réalisé un guide pratique qui a été une négociation avec un certain nombre de gros sites industriels qui avaient certaines pratiques de surveillance des émissions. Mais la surveillance des émissions, ça coûte un petit peu de sous. Donc, c'est bien de dire qu'on veut réduire les émissions, mais c'est plus dur de dépenser des sous. Et on a eu la possibilité de travailler pour la bonne cause, pour faire en sorte avec l'État, de travailler sur la réglementation et puis faire en sorte que on arrive à abaisser et à rendre un petit peu plus dur les réglementations de surveillance de la qualité de l'air. C'est un exemple. Alors, il y avait une question aussi sur est-ce que ce genre d'initiative a lieu dans d'autres secteurs d'activité? Ce qui est clair dans votre secteur d'activité, c'est que vous êtes proche des sujets énergie et des sujets environnement. Donc, il y a un lien qui est, je dirais, immédiat. On n'a pas beaucoup parlé aussi du lien qui est la nécessité que les entreprises du secteur avancent parce que vous avez des concurrents, ces concurrents avancent aussi. Vous avez des clients qui non seulement fresquent avec vous, mais aussi vous imposent un certain nombre de données de base, de cahiers des charges. Donc, d'une certaine manière, vous y êtes assez vite contraint par la réalité de votre business. Mais donc, la question sur d'autres secteurs d'activité peut se poser. Peut-être c'est intéressant, nous, on a des éléments de réponse parce qu'on voit des choses chez nos clients.
Et peut-être c'est intéressant que vous répondiez aussi, est-ce que vous voyez des choses dans d'autres secteurs d'activité que le vôtre avancer autour des enjeux climatiques? Je ne sais pas si tu veux répondre, Cyril, ou Ah, vas-y, Agathe, et puis après je dirai, parce que si ça nous, se trouve, on va dire la même ouais. chose. Vas-y. Nous, on est de plus en plus, enfin, on voit qu'il y a de plus en plus de questionnements, notamment dans les cahiers des charges, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui demandent des comptes à leurs fournisseurs sur leurs objectifs développement durable et leur atteinte, et notamment au niveau de l'analyse de cycle de vie des produits. Enfin voilà, on doit maintenant avoir des science-based targets, donc en fait pouvoir prouver et mesurer nos KPI au niveau de l'environnement et de la sustainability. Donc ça, c'est bon signe. Et quand, je m'imagine si donc les gros groupes, ils ont tous leur stratégie développement durable, donc c'est pas très difficile de faire le lien entre la fresque du climat et atteindre les enjeux et la stratégie développement durable dans un grand groupe. Donc voilà, moi, on peut donner, moi je suis prête dans le réseau Massif Rescon, je donne mon argumentaire hein, pour aider les entreprises qui veulent aussi faire ça. Et dans une plus petite entreprise, je pense qu'il y a l'enjeu au niveau de l'économie circulaire est très important puisqu'il permet de faire des économies et aussi d'être plus propre, plus vertueux et de faire venir comme ça des personnes et notamment les nouvelles générations qui sont sensibilisées et qui font la fresque en école d'ingé ou voilà. Ça permet d'attirer aussi les jeunes talents. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'arguments au déploiement de cet outil, que ce soit du team building en interne, l'atteinte de la stratégie développement durable, le fait que du coup on n'apparaît plus comme juste des belles paroles, mais vraiment le passage en action, et puis du coup attirer des nouveaux talents, pour en citer quelques-uns. Voilà. Alors, on regarde notre montre sans trop être rivé au taquet, hein, mais peut-être qu'on peut passer à, je dirais, le rebond en prenant nous la parole, Optime Ressources, mais déjà en vous remerciant énormément de cette contribution, toute la richesse de ce témoignage, la richesse de votre expérience et d'entreprise et personnelle, et de mettre aussi vos talents à la disposition de cette dimension climatique. On va compléter par quelques propos, on va dire, d'Optime, mais on peut continuer aussi le dialogue avec quelques questions. On a un bon quart d'heure là d'ici 10 heures. Donc voilà, alors Patrick va reprendre la main, mais bien sûr, ça reste une occasion de dialogue et d'interactivité. Voilà, Patrick, vas-y. On aime bien toujours conclure un petit peu avec notre point de vue Optime, naturellement, par rapport au sujet qu'on vous amène. Et encore merci hein, pour tous vos apports, Cyril et Agathe, c'était très, très riche. Et on a beau les connaître, vous réentendre, c'est toujours rafraîchissant, donc c'est extraordinaire. Première chose qu'on voulait dire, c'est que tout changement, en fait, il nécessite vraiment un sens de l'urgence. Et j'espère un peu répondre à la question de Stéphanie, hein, qu'elle m'a adressée dans le chat par rapport à ça. C'est moins lié au secteur que la prise de conscience par rapport à la situation et aux besoins vraiment du changement qui doit, que les gens réalisent que c'est nécessaire et que c'est comme ça qu'ils peuvent continuer à avancer. On a mis quelques pistes. Ça peut être aujourd'hui, on peut être dans des secteurs qui sont pas du tout, qui se sentent pas du tout impactés, mais qui malgré tout peut-être ne voient pas les jeunes talents les rejoindre. Et donc il y a une prise d'urgence aussi par rapport à ça. Donc c'est un moment d'arriver à aligner tout le monde sur le besoin que on est face à une crise, entre guillemets, hein, on la qualifie, et qu'il faut absolument, pour continuer la croissance ou le développement de notre organisation, qu'elle soit essentiellement économique, ça peut être aussi à but plus social, mais que ça passe par ce changement. Et donc pour ce faire, on dit qu'il faut d'abord parler à la tête, ce qu'on illustre ici. C'est un peu ce qu'on a voulu faire comme exercice et on en a beaucoup parlé, hein, et donc de reprendre les faits en fait, c'est-à-dire de redonner les faits, mais de les donner d'une manière qui soit aussi compréhensible et audible pour les personnes. C'était un peu le but de l'exercice. Malheureusement, on n'a pas pu terminer avec la fresque quiz tout à l'heure, c'est un peu court en temps, mais c'est d'arriver à montrer de manière ludique des choses très sérieuses et très complètes pour que les gens puissent se les approprier et quand même comprendre en fait de quoi on parle et quel est vraiment l'impact de cette information. Donc première chose, parler vraiment à la tête. Ça ne suffit pas.
Enfin, c'est pas autosuffisant chez certaines personnes, mais en fait, ça suscite toujours une réaction interne de la personne, hein, émotionnelle, et il faut absolument prévoir en fait cet espace de soupape en fait par rapport à la situation émotionnelle des personnes, par rapport à ce changement. C'est jamais neutre. Certains y vont plus vite, d'autres pas. Et il faut absolument l'intégrer en fait. Donc c'est important de parler au cœur aussi aux personnes et de laisser un espace à ce cœur. Après, sur un sujet comme le climat, qui est quand même assez anxiogène, hein, on en parle de plus en plus dans la presse partout, que ça met beaucoup de gens en stress, en pseudo-déprime ou autre. L'important, c'est de ne pas rester comme la biche au milieu de la route dans les phares des voitures, c'est-à-dire tétanisé et dire je ne sais pas ce que je dois faire, je ne bouge pas. Et c'est de parler ensuite aux gens, mais de mettre les gens en mouvement. Donc là, on parle du fameux triangle de l'inaction, hein. Il faut absolument sortir de oui, mais enfin, c'est déjà trop tard, c'est trop loin, ou c'est pas moi, c'est l'autre, hein. C'est pas moi l'individu qui peut changer le monde, c'est l'industrie qui doit me proposer des nouveaux produits. Et l'industrie qui dit mais c'est pas à moi de faire, c'est au gouvernement de me donner des aides parce qu'en fait c'est beaucoup trop cher pour y arriver. Et vice versa. Vous nous voyez venir en fait sur ce triangle. Et donc ce qui est très important dans cette démarche, c'est de faire les trois. Donc c'est de créer la conscience par rapport à le besoin de changement, prévoir cette soupape en fait émotionnelle pour être certain que les gens puissent en parler et la gérer et partager par rapport à ça. Et surtout directement derrière les mettre en mouvement. La fresque du climat et dans la manière dont on l'a déployée avec vous, hein, chez ABB, on a vraiment pris les trois éléments avec une vraie personnalisation sur la mise en mouvement avec ces ateliers qu'on avait créés avec vous, qui étaient vraiment des moments très très riches par rapport à ça avec vos équipes en les poussant. Et donc pour répondre à ta question, Stéphanie, ce n'était pas spécialement plus simple chez eux parce qu'on n'a pas laissé les commerciaux qui se rabattaient sur la technicité supérieure d'un produit ABB s'en sortir comme ça. On a dit il faut quand même que tu ailles plus loin dans la réflexion. Le problème, il est plus large que ça. Et donc, comment est-ce que tu peux aller plus loin dans la réflexion? Donc voilà, ça c'est dans leur cas. D'autres entreprises, naturellement, peuvent parfois se sentir plus loin, plus détachées, mais c'est vraiment, pour moi, une prise de conscience par la direction, mais ça peut aussi être par les employés qui mettent beaucoup de pression sur leur direction, c'est un vrai sujet et il faut absolument qu'on l'intègre dans notre manière de travailler et dans notre manière d'évoluer. Alors, je vais compléter par un autre triangle, hein, qui dit finalement que c'est une histoire d'interrelation, c'est une histoire d'alignement entre différents niveaux. Le premier niveau, ce sont les personnes. Alors, on a fait une petite animation et donc les personnes, on va voir le lien entre finalement l'initiative individuelle et l'initiative collective. On l'a bien illustré avec les questions qu'on vous a posées, Agathe et Cyril. Il y a bien entendu la dynamique des équipes. Et on voit bien que ça doit se mailler et que les équipes doivent bouger, et bien entendu la dynamique de l'entreprise. Alors, si l'entreprise est un acteur essentiel dans le changement climatique, on a vu que c'est important qu'elle réfléchisse à ses buts. Pour vous, la stratégie 2030 Sustainability, par exemple, que ça impacte son business. Là, on voit un business qui est un petit peu vert, mais on voit que c'est fragile. Et donc, toute cette question de comment on continue à développer une activité dans un contexte qui évolue et en impliquant le niveau des équipes de direction, bien entendu, c'est ce qu'on a vu avec vous, avec votre exemple. Et puis, il y a les personnes. Alors, on a souvent la représentation des personnes qui agissent. On a la représentation du petit colibri tout seul. Notre conviction, nous, c'est que le colibri tout seul, il fait du boulot, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et donc, du coup, il faut que à l'intérieur du collectif de l'entreprise, des individus bougent, des individus évoluent, des individus fassent de la sensibilisation pour embarquer des collectifs qui sont plus grands et pour embarquer les équipes. Je crois que la démonstration que vous avez faite est assez claire entre des individus, vous deux, Agathe et Cyril, et puis vos équipes et d'autres équipes à l'intérieur de l'entreprise est assez clair, hein. Et donc tout ça doit être très aligné, très en cohérence par de la communication, par de la diffusion des messages, par aussi une clarification. On voit cette espèce de petite spirale là pour je dirais, enlever le brouillard et donc rendre lisible, rendre visible toute la démarche autour de la transformation climatique. Et puis en bas, alors on a
peu de temps, donc peut-être qu'on ne va pas passer la vidéo, mais on a découvert aussi en préparant ce webinaire que finalement le travail de réseautage, le réseau Massif Rescon que tu pousses, Agathe, il y a des entreprises qui se sont réunies où il y a des collectifs individuels, enfin des collectifs, on va dire, d'individus qui se rassemblent dans des entreprises très très diverses. Et donc je vous invite à aller sur le site de leur site qui s'appelle de mémoire lescollectifs.com, .eco, pardon. Et on voit des témoignages finalement de gens, alors plutôt jeunes, mais pas que, qui se sont dit, mais prenons à cœur le changement climatique, avançons et faisons quelque chose pour bouger notre entreprise. Voilà, donc cette petite vidéo est vraiment intéressante. Et en complément, moi j'ai un exemple dans une autre entreprise qui est Michelin, donc une entreprise qui a voilà, une notoriété de son statut de leader mondial, des enjeux, parce que dans son secteur d'activité, effectivement, les enjeux de mobilité durable sont très importants, mais où il y a beaucoup de petits collectifs qui se sont installés, notamment un collectif qui porte la fresque du climat de façon pratiquement très spontanée, très directe, et donc qui a fait avancer les choses et qui met de la jeunesse parce que c'est une envie de faire, une envie de bouger les choses, une envie d'aller partager les enjeux climatiques sur les différents sites. Et je compléterai du coup avec cette diapo-là pour se dire le changement, la transformation, bien entendu, on connaît, nous, dans notre métier, accompagner le changement, ça fait partie de notre cœur de métier. Là, il y a une dimension qui est très forte, je trouve. Alors, je vous ai mis trois images, on va dire, un peu sibyllines. La première, c'est ce plat de nouilles qui montre, en fait, qui veut dire, en fait, que la démarche, la problématique, elle est systémique. C'est-à-dire que si on va tirer un fil, c'est l'ensemble de l'activité de l'entreprise, c'est l'ensemble des personnes, c'est l'ensemble des fonctions qui est concerné. Ce n'est pas juste des personnes qui sont experts du sujet climat qui vont être concernées. Donc cette démarche-là dans les entreprises, elle relève d'une grande complexité. Donc le changement et la transformation que ça implique, c'est vraiment une transformation globale et systémique. Et ce qui veut dire que chacun, on voit un petit organigramme, mais chacun dans sa fonction est concerné de manière interdépendante avec d'autres entreprises. Et ça veut dire que là, on voit les deux petites figures où il y a des personnages de théâtre qui sont inversés, mais ça veut dire que chacun joue son rôle, apprend à jouer son rôle. Nous, on l'a fait à travers les scénettes de théâtre qu'on a fait avec les équipes de Cyril chez ABB, mais de manière concrète, chacun doit jouer son rôle et inventer des choses dans son contexte. Je reprends un autre exemple de Michelin où quand le responsable RSE, développement durable, a déployé la stratégie 2030, il a discuté, il a mené des événements avec les différentes fonctions, et notamment il m'a raconté qu'avec les fonctions finance, ils avaient monté un événement en invitant des personnes pour montrer comment la fonction finance était concernée par ces changements-là. Et voilà, et alors ces éléments-là nous amènent, on a remis le petit triangle de l'inaction, mais on l'a transformé. Si tu bouges la dernière animation, là, Patrick. Oh, pardon, voilà. trop vite. Voilà, on a un triangle de l'action qui fait bouger les frontières. Et puis on va terminer par une dernière diapo sur finalement chez Optime Ressources, les choses sont assez cohérentes en fait dans cette dynamique de transformation. À la fois parce que depuis presque 3 ans maintenant, notre statut s'est transformé en scope et que ça veut dire qu'il y a des lieux de dialogue et que ce lieu, on va dire, de gouvernance scope nous a poussé à nous bouger, à réfléchir, à penser à réécrire notre but. Donc voilà, il y a des lieux à travers notre système de gouvernance. Nous sommes quelques salariés on va dire porteur, entre guillemets, moteur. Alors j'ai remis un petit moteur ici, mais moteur de la démarche pour impulser, pour initier. Donc l'initiative, on va dire, individuelle et de petits collectifs est importante.
Nous avons aussi renouvelé, profité de ces années depuis le confinement pour renouveler notre démarche RSE. J'ai mis une fenêtre, voilà, pour avoir on va dire, un oxygène nouveau pour croire tous ensemble à cette démarche RSE que nous avons reconstruite depuis un peu plus de 2 ans. Et puis, nous avons installé des lieux, des rituels, des lieux de dialogue assez ouverts. Notamment, nos séminaires semestriels sont des lieux de partage avec l'ensemble de l'équipe Optime autour des sujets de RSE pour favoriser cette appropriation complète, pas uniquement par quelques personnes qui sont porteurs de la démarche. Et juste pour répondre, on a une question sur comment on lit le business et rentabilité et les développements durables. On a vu tout à l'heure la dia d'Agathe, je pense, où ils ont pris 7 des domaines, ils les approprient, ils travaillent dessus. On a fait la même démarche chez Optime. Donc je pense que c'est vraiment à l'entreprise, à un moment, dans sa prise de conscience par rapport à un sujet, de rajouter en fait cette dimension-là. Et naturellement, une entreprise est là pour être durable, donc avoir une rentabilité qui lui permet de perdurer. Mais il faut qu'elle, enfin, si elle l'accepte, c'est qu'elle intègre en fait ces nouvelles dimensions qui étaient peut-être pas existantes ou pas de la même manière, pas avec la même force, et donc de commencer avec cette réflexion interne comme nous on a fait à notre humble niveau, chez Optime aussi, sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous, quelles sont les implications. Il était hors de question qu'on devienne une entreprise non durable, donc c'est-à-dire non rentable, mais comment est-ce qu'on peut intégrer ces dimensions? Et donc là, c'est une vraie réflexion à mener en interne avec ces groupements, avec ces moteurs, mais pas que, avec tout le monde en fait. Voilà, et on va du coup terminer par, on est presque arrivé au bout de notre événement. On est très heureux d'avoir eu votre participation, d'avoir eu des échanges par le chat, nous remercions encore Agathe et Cyril pour leur témoignage dense et juste. Voilà, restons en contact sur tous ces sujets-là qui nous impactent aussi, qui impactent nos business, mais qui nous touchent aussi personnellement. Et puis, à la fin de chaque événement webinaire Optime, nous avons aussi notre petit moment de publicité. Donc, Patrick, je vais te laisser évoquer le sujet. On a deux prochains webinaires qui sont planifiés. Le 14 avril sur un projet SI mené à bien et dans les délais grâce à une combinaison gagnante, laquelle il faut venir le 14 avril pour la découvrir. Et le 6 mai, on a pour un management paradoxal, je rêve, oui, l'évolution du management. On a aussi nos formations TOC, théorie de la contrainte, une caractéristique forte d'Optime Ressources, de l'application de cette théorie. Donc le 28 et 29 avril, fin du mois, on fait la théorie des contraintes générale. En fait, générale, c'est pas le bon mot, mais assez large sur le sujet. Et on a début juillet la formule plus spécifique sur gestion de projet et gestion de portefeuille de projet. Donc le 5 et 6 juillet. Donc on vous invite, si vous êtes intéressé, à venir voir là-dessus. Encore merci à nos témoins, merci à tous pour votre participation. Et donc on a enregistré, donc on vous enverra un mail avec le lien. N'hésitez pas soit à aller la revoir, mais surtout à rediffuser à vos collègues. Et puis on peut peut-être remettre les caméras pour qu'on se voit et qu'on se salue directement par un petit au revoir. Pour devenir humain. Voilà. Merci à toi Cyril, merci Agathe. Au revoir. Pour votre participation et votre témoignage. Merci beaucoup, merci pour votre dynamisme. Merci à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes.